Le 2 mars 1660, le roi Soleil, Louis XIV, fait son entrée dans Marseille. Mais il ne le fait pas par la grande porte. Non, il ne vient pas non plus, en tant que souverain bien-aimé, recevoir les honneurs d'une ville heureuse et honorée d'accueillir son souverain. Non, Louis XIV entre par une brèche ouverte dans les remparts, comme si Marseille venait d'être prise d'assaut. Comme si, eh bien, en fait, si, la ville a bien été prise d'assaut. Quelques semaines plus tôt, 7000 soldats royaux ont envahi la ville. Les Marseillais ont dû rendre leurs armes et leurs canons ont été retirés des remparts. Mais pourquoi une telle violence? Pourquoi le roi Soleil a-t-il décidé de mettre cette ville, pourtant appartenant au royaume de France, au pas? Et pourquoi va-t-il faire de Marseille un exemple? Un exemple pour asseoir son pouvoir absolu et montrer au peuple de France que la fronde est finie pour de bon. On tourne la page. Mais tout d'abord, il faut poser le contexte et comprendre pourquoi Marseille a décidé de tenir tête au roi de France. Parce que dans un premier temps, il faut intégrer les particularités de la Provence et de Marseille. Au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, la Provence est française depuis plus de 150 ans. Mais elle n'est pas considérée comme une province ordinaire. Le rattachement de la Provence à la couronne intervient à la mort de Charles III d'Anjou, en décembre 1481. Louis XI, alors roi de France, recueille alors son héritage. Mais ce rattachement ne signifie absolument pas que la Provence abandonne toutes ses anciennes libertés. Ce rattachement est issu ici d'un héritage, et il permet aux États de Provence la reconnaissance de leur statut, de leur franchise et de leur liberté. En 1486, ces garanties sont confirmées par les rois de France. Les juristes provençaux développeront même jusqu'à l'idée que la Provence forme une sorte de corps politique particulier au sein de la monarchie. Elle est certes rattachée à la couronne, mais jamais simplement absorbée et administrée comme n'importe quel territoire. Imaginez ce que cela donnerait maintenant en France, aujourd'hui. Une région française, avec un conseil régional, qui administre de façon autonome son territoire, qui ne dépend pas des lois de Paris. Mais cela va bien sûr au-delà. Le roi est aussi dans cette logique de territoire plus ou moins indépendant. Il est comte de Provence. Il ne vient pas forcément donc en tant que roi de France, mais plutôt en tant que comte de Provence. Et Marseille dans tout ça. Marseille, on le sait, ne fait décidément rien comme les autres, n'a jamais rien fait comme les autres. Et elle va encore plus loin. La cité phocéenne possède le statut de terre adjacente. Cela lui confère des libertés et une autonomie particulière. Les Marseillais sont donc habitués depuis des décennies à défendre leurs droits. Et surtout, ce qui est très important, ils savent qu'ils ont ces droits. Et c'est essentiel pour comprendre ce qu'il va suivre. Parce que lorsque Louis XIV va tenter d'imposer directement sa volonté à Marseille, les Marseillais ne vont pas considérer qu'ils désobéissent au roi. Ils vont simplement considérer qu'ils suivent les lois et les droits qu'ils ont. Ils défendent en quelque sorte leurs privilèges. Chacun des camps, que ce soit le camp du roi ou le camp des Marseillais, se sent donc dans son bon droit. Une fois que ce contexte est posé, nous allons parler de la genèse du conflit entre Louis XIV et les Marseillais. Tout commence en 1655. Louis XIV est un jeune roi. Il n'a que 17 ans. La Fronde vient de ravager le royaume. Et le pouvoir royal cherche à tout prix à reprendre le contrôle du pays, et de tout le pays. Louis XIV ne veut plus à nouveau perdre le contrôle. Il ne veut plus fuir, et il ne veut pas risquer une seconde fronde ou une guerre civile. Il veut une France unie derrière lui. Marseille, quant à elle, elle veut simplement continuer à fonctionner comme elle l'a toujours fait, selon ses propres habitudes. Donc, en novembre 1655, des marins marseillais poursuivent des pirates mallorquins et ils s'emparent au passage d'une galère génoise. Pour Marseille, l'affaire semble relever de la guerre contre les pirates, un jour comme un autre.
depuis des millénaires, depuis l'arrivée des Phocéens et leur lutte contre les pirates barbaresques. Pour Gênes, c'est tout autre chose. La République de Gênes proteste. Et elle ne va pas protester aux Provençaux, ni aux Marseillais. Elle va envoyer ses complaintes à Louis XIV. Louis XIV va donc demander aux consuls de Marseille d'aller eux-mêmes présenter leurs excuses aux autorités génoises. Parce que oui, Marseille possède des consuls. Pour mieux comprendre, nous allons décortiquer le système provençal de l'époque. Nous avons donc vu que nous avions le roi de France, comte de Provence. Étant donné son éloignement, il a autre chose à faire. Il est sur Paris, sur Versailles. La Provence est dirigée par ce que l'on appelle un gouverneur, le gouverneur de Provence, qui est à l'époque le duc de Mercœur. Son nom sera important. La Provence, au-delà de son gouverneur, possède un parlement, le Parlement de Provence, ainsi qu'un président du Parlement de Provence. À l'époque, Henri de Forbin-Meignier. Ça, c'est pour la Provence. Mais Marseille, on a parlé de consuls. Elle possède donc un système encore différent. La ville est administrée par 4 consuls. Ces 4 consuls sont tirés au sort, chaque année, le même jour, le 16 octobre, le jour de la Saint-Simon. Et donc, ils sont tirés au sort. Maintenant que nous savons ceci, revenons à 1655 et aux excuses demandées par Louis XIV aux autorités génoises. Les consuls marseillais, évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent de s'excuser. Mais ils vont encore plus loin. Au lieu d'aller eux-mêmes s'excuser, ils envoient les 4 consuls de l'année précédente s'excuser à leur place. Sur le fond, ça pourrait être simplement un incident diplomatique ou une blague marseillaise. Mais ce geste est révélateur du pouvoir marseillais et du conflit latent entre Louis XIV et le pouvoir marseillais. Parce que le roi demande. Marseille discute, traîne les pieds. Le roi insiste. Marseille répond qu'elle n'a pas à se déplacer. Et pire, envoie ceux de l'année précédente. Louis XIV, de son côté, commence à comprendre qu'il n'a pas affaire à une simple ville, mais une ville un peu particulière. Une ville particulière qui n'entend pas se conformer à l'administration royale. 2 ans plus tard, nous sommes donc en 1657, le conflit commence à devenir un petit peu plus sérieux. À Marseille, les consuls sont désignés tous les ans de la même façon. Selon les règles traditionnelles de la ville, comme on a dit, tirage au sort. Mais en 1657, le pouvoir royal va intervenir. Il veut directement désigner les consuls qui administreront Marseille. Le duc de Mercœur, donc gouverneur de Provence, obtient avec l'appui du président du Parlement que Louis XIV impose par des lettres patentes les nouveaux responsables de la ville. En voici la liste. Le premier consul sera Lazare de Vinto, seigneur de la Beaume. Le second consul, Pascal Boniface. Troisième, Joseph Fabre. Et enfin, je vous ai dit que le quatrième était un assesseur et il s'agira de Jean Descamps. Pour le pouvoir royal, c'est juste logique. C'est une manière de reprendre le contrôle de Marseille. Mais pour les Marseillais, c'est une violation de leurs privilèges, un affront. Et Marseille n'aime pas les affronts. Parce que les nouveaux consuls vont vouloir renforcer la défense de la côte provençale contre les pirates. Ils font donc venir de Toulon une galère appartenant aux chevaliers de Vendôme. Et vous savez quoi? Il n'est autre que le fils du duc de Mercœur. Curieux, hein? Pour aller plus loin, il décide que son armement, que l'armement de cette galère, sera payé par les négociants marseillais. Pourquoi? Parce qu'elle est censée protéger les commerçants marseillais. Donc c'est à eux de payer leur protection. Là encore, nouveau problème à Marseille. On leur impose une dépense contraire à leurs privilèges. La résistance commence à s'organiser. Et un homme va devenir le visage de cette opposition. Gaspard Glandevès de Niozelle. C'est un noble Marseillais qui refuse de laisser le pouvoir royal modifier les règles de la ville. Il devient donc l'un des principaux opposants au consul imposé par le roi. Et il va bientôt devenir l'homme que Louis XIV veut faire tomber. Il est le symbole de l'homme à abattre pour restaurer le pouvoir royal. Un peu plus tard, été 1658. Une émeute éclate à Marseille. La contestation gagne la ville, menée par vous savez qui? Gaspard Glandevès de Niozelle et ses partisans. Que font-ils? Ils se dirigent vers la maison de la commune, qui est actuellement l'hôtel de ville de Marseille. Glandevès de Niozelle est blessé.
Mais les partisans s'emparent de la maison de la commune. Nous sommes le 13 juillet 1658. Les contestataires se sont emparés du symbole du pouvoir marseillais. Ils en seront délogés une semaine plus tard, dans la nuit du 18 au 19 juillet. Et ils en seront délogés par qui? Par les troupes du gouverneur. La population se soulève alors. Guérilla urbaine, barricade, obligeant 2 consuls à abdiquer. Et le premier consul à fuir déguisé. Le premier consul, imaginez, le magistrat principal de Marseille, obligé de se grimer, de se déguiser pour fuir la ville. Le gouverneur alors encercle la ville avec des troupes terrestres. Les troupes stationnent sur Aubagne, sur les Pennes Mirabeau, mais il fait aussi stationner des troupes maritimes, avec des bateaux imposant un blocus militaire sur le port de Marseille. Pour calmer les choses, une trêve est signée début août, et le roi accepte une amnistie générale à la mi-août, le 14 août. Tout est bien qui finit bien, me direz-vous, parce que cette amnistie est-elle vraiment définitive? Est-ce que tout a été oublié? Non, bien évidemment. Louis XIV veut renforcer son autorité, on en a déjà parlé, et le contexte va rendre le conflit encore plus dangereux. Car Louis XIV, qui sort de la Fronde, a vu les grands du royaume, les parlements et certaines villes contester son autorité royale. Et il n'a absolument pas envie de voir une nouvelle ville devenir un foyer de résistance, comme est en train de le devenir Marseille. Et Marseille est particulièrement gênante pour lui, parce que c'est une ville riche à l'époque. Une ville stratégique. Elle possède un immense port et elle possède une tradition d'indépendance. Le roi va donc décider de régler le problème définitivement et d'en faire un exemple. Pas seulement pour la Provence, mais pour toute la France. Un an plus tard, le jeu de dupes reprend. Nous sommes en 1659. Le gouverneur de Mercœur organise le 24 janvier 1659 de nouvelles élections anticipées, par tirage au sort. Mais il accepte, pour ne pas vexer l'amour-propre des Marseillais, de mettre dans les boîtes que les noms des 4 magistrats qui venaient d'être révoqués. C'est-à-dire que les anciens consuls vont revenir. On sait que ce sera eux. Ils seront tirés au sort. Mais ils seront tirés au sort parce qu'il y aura uniquement les 4 noms dans la boîte. Les 3 consuls et l'assesseur sont donc réélus. Mais les tensions vont continuer aussi de l'autre côté. Du côté des Marseillais et de Gaspard Glandevès de Niozelle. Ces partisans vont créer des émeutes, non pas sur Marseille, mais sur Aix-en-Provence. Mazarin, cardinal, donne l'ordre de procéder à l'arrestation de Niozelle et de ses partisans. Niozelle, qui prend conscience du danger, conseille aux émeutiers de se disperser, de disparaître, de faire profil bas pour le moment. Mais bien sûr, tout le monde n'écoute pas. Certains intelligents vont aller assassiner un bourgeois, nommé Charles Perret. Bien qu'innocent, Niozelle, chef de la révolte, est convoqué devant le Parlement. Pour lui, il est innocent, donc il refuse d'obéir. Et cela sera considéré comme un crime de lèse-majesté. C'en est trop. Des nouveaux consuls sont élus en octobre 1659 et le 4 novembre 1659, un mandat d'arrêt contre Niozelle est lancé via Mazarin et le duc de Mercœur. Louis XIV, ses représentants, arrivent à une conclusion simple. Marseille doit être soumise, purement et simplement. On ne peut plus négocier, on ne peut plus les rappeler à l'ordre, pas de nouveau Niozelle, on veut que Marseille obéisse. Et le contexte international va aider Louis XIV. Le traité des Pyrénées est signé en 1659. Il met fin au conflit entre le royaume de France et le royaume d'Espagne. Le roi a désormais les mains libres et il peut se consacrer pleinement aux affaires intérieures. Le 18 janvier 1660, il arrive à Aix-en-Provence. Et il ne veut pas perdre de temps. Il va voir le duc de Mercœur. Et il lui demande de marcher sur Marseille avec environ 7000 hommes. Le 21 janvier, l'armée royale entre dans la ville. La porte réale, porte d'entrée historique de Marseille, est détruite. Les troupes prennent position. Marseille doit rendre les armes. Les canons des remparts sont retirés. La rébellion est terminée, elle est matée. Et Glandevès de Niozelle dans tout ça, il était caché au couvent des Capucines.
il a définitivement perdu. Le 28 février 1660 toujours, il est condamné à mort par contumace. Il parviendra à fuir quelques semaines plus tard vers Barcelone et le royaume d'Espagne. Mais Louis XIV veut plus qu'une simple victoire militaire. Il a soumis Marseille. Il veut que Marseille comprenne et que Marseille s'en souvienne pour maintenant et pour les futures générations. Le 2 mars 1660, Louis XIV entre dans Marseille. La ville est pacifiée, mais son entrée est tout sauf ordinaire. Il ne passe pas à l'emplacement où la porte réelle était, pas d'entrée solennelle. Non, il passe par une brèche qui a été créée dans les remparts de Marseille. Et cette entrée est décrite à l'époque comme une volonté de montrer que la cité avait été prise comme une ville d'assaut. Il ne rentre pas par la porte principale, il rentre par un trou béant qui a été fait dans la fortification, pour montrer qu'il rentre par une fissure, par une plaie de la ville. Symbole terrible pour les Marseillais. Marseille n'est plus une ville qui possède des privilèges. Elle est une ville rebelle vaincue par le roi. Et Louis XIV ne va pas s'arrêter là et va laisser derrière lui des choses qui vont rester et qui vont dominer le Vieux-Port pendant des siècles. Quelques jours après la prise de la ville, la première pierre du fort Saint-Nicolas est posée. Les travaux vont durer environ 4 ans. Sur le site de la butte Saint-Nicolas, d'où le nom du fort, c'est au-dessus du Vieux-Port. Clerville conçoit une véritable citadelle, mais une citadelle avec une double fonction. Elle doit évidemment contribuer à la défense de Marseille, comme toute citadelle à l'entrée d'un port. Mais elle doit, selon Louis XIV, surtout empêcher une nouvelle rébellion. Et pour empêcher cette nouvelle rébellion, le fort Saint-Nicolas aura les canons qui seront non pas tournés vers le large, vers les possibles assaillants, mais les canons seront tournés vers la ville, vers les Marseillais. Et ce détail raconte à lui seul toute l'histoire. Normalement, une forteresse doit protéger la ville. Ici, elle protège le pouvoir royal contre la ville. Louis XIV vient donc de construire quelque chose d'extrêmement particulier. Une citadelle à Marseille pour tenir Marseille. Et il ne va pas s'arrêter là. De l'autre côté du Vieux-Port, juste en face, vous le savez, en face du fort Saint-Nicolas, il y a le fort Saint-Jean. Le fort Saint-Jean existait déjà quand Louis XIV est arrivé. Il avait notamment été rénové sous le bon roi René, comte de Provence. Et Louis XIV va demander de réorganiser ce fort Saint-Jean. Clerville va donc s'en charger à partir de 1668. On a donc, à l'entrée du Vieux-Port, d'un côté le fort Saint-Nicolas et de l'autre le fort Saint-Jean. C'est une belle transformation militaire pour Marseille. Mais ce n'est qu'une partie du projet. Parce que Louis XIV ne veut pas seulement une Marseille soumise. Une Marseille qui lui obéisse uniquement ne servirait à rien à la grandeur de la France. Non, il veut une Marseille utile. Le royaume de France a besoin de Marseille. Et ça, il faut le comprendre. Louis XIV ne veut absolument pas ruiner Marseille. Parce qu'en ruinant Marseille, il ruinerait forcément son royaume. Il veut juste la contrôler. Parce que Marseille possède quelque chose d'unique, d'extraordinaire. Un accès direct à la Méditerranée, au Levant, à l'Empire ottoman, à l'Afrique du Nord, à l'Italie. Et elle possède des réseaux commerciaux vieux de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires d'ailleurs. Pour Colbert et Louis XIV, Marseille représente un outil économique et stratégique. La ville est trop importante à leurs yeux pour être simplement punie. Il faut aussi qu'elle se mette au service du royaume. Et c'est exactement ce qui va se produire. En 1665, Louis XIV décide de construire un grand arsenal des galères à Marseille. La ville devient ainsi une importante base navale royale en Méditerranée. C'est un changement considérable. Marseille n'est plus seulement le port des négociants. Il devient un instrument de la puissance militaire royale. Le roi contrôle donc la ville politiquement et renforce en même temps son importance stratégique. Et il va bientôt aller encore plus loin et transformer son visage. Parce qu'un an plus tard, en 1666, Marseille va changer d'échelle. Louis XIV décide d'agrandir Marseille. La ville, depuis trop longtemps, est enfermée derrière ses remparts. Et pour développer le commerce, accueillir une population qu'il veut croissante, il faut de l'espace. La nouvelle ville s'étend donc largement au nord du noyau ancien. Des rues rectilignes sont tracées,
de nouveaux quartiers apparaissent. C'est la surface de Marseille qui va pratiquement tripler. C'est gigantesque. Le même Louis XIV, qui 6 ans auparavant avait envoyé une armée contre Marseille, est maintenant en train de lui donner les moyens monétaires, physiques, de devenir une grande métropole. La ville est soumise, mais elle grandit, et elle grandit énormément. En 1668, un système de quarantaine sanitaire est mis en place pour protéger Marseille contre les contagions venues de la Méditerranée. Ça pourrait paraître secondaire, mais ça ne l'est absolument pas. Un grand port commercial doit pouvoir accueillir des navires venant de toutes les régions du globe. Mais ces navires, au-delà de transporter des denrées, des richesses, ils transportent aussi des maladies. Et donc Marseille doit être capable de pouvoir contrôler les hommes, les marchandises et les navires qui arrivent. Le port se modernise, la ville s'étend, les fortifications se renforcent, l'arsenal fonctionne. Il reste une seule question fondamentale à régler. Comment faire venir encore plus de commerce à Marseille? Et la réponse va arriver en 1669. En mars 1669, Louis XIV va signer un édit sur la franchise du port de Marseille. Et là, on peut être sur un paradoxe. Le roi vient de réduire l'autonomie politique de Marseille. Et désormais, il va lui accorder un privilège économique. L'édit déclare le port et le havre de Marseille francs et libres. Les marchands étrangers peuvent venir avec leurs navires, charger, décharger, entreposer, repartir, et ceci exempté de droits d'entrée et de sortie prévus par le régime antérieur. Pourquoi? Louis XIV l'explique lui-même. Le commerce enrichit les États, et il permet donc de faire rayonner le nom français. Marseille est particulièrement bien placée pour jouer ce rôle. Le roi accepte même de renoncer à une partie des revenus fiscaux que ses droits auraient pu lui rapporter, parce qu'il veut attirer le commerce. Il veut que Marseille redevienne l'un des grands centres commerciaux de la Méditerranée. Mais attention à une chose, Louis XIV ne rend absolument pas l'indépendance politique à Marseille. Il ne rétablit pas les libertés municipales perdues en 1660, non. Ce qu'il restaure en 1669, c'est une franchise commerciale. Autrement dit, politiquement, Marseille obéit au royaume de France. Économiquement, Marseille doit prospérer et ramener des sous-sous à la couronne. Et ces deux choses ne sont absolument pas contradictoires en effet. Au contraire, elles sont complémentaires à la prospérité du royaume de France. Et voilà ici le véritable cœur de ce qu'a fait Louis XIV à Marseille. Il ne voulait pas une Marseille insoumise. Il ne voulait pas une Marseille qui lui résiste. Mais il voulait quand même une Marseille riche, une Marseille prospère. Il veut contrôler les institutions, mais il veut développer le commerce. Il veut surveiller la ville avec des forteresses, mais il veut l'agrandir. Il veut attirer des marchands du monde entier. Il veut une Marseille française, mais pas une Marseille ruinée. Et c'est exactement ce qui explique les transformations de 1660. La monarchie absolue ne fonctionne pas que par la répression. Elle fonctionne aussi par l'intégration. Marseille a certes perdu une partie de ses libertés politiques, mais elle a gagné quelque chose de beaucoup plus important. Une stratégie économique et maritime. Alors, dans ce conflit entre Marseille et Louis XIV, qui a gagné? Si on regarde 1660, Marseille a perdu. Louis XIV a gagné. Le grand perdant, Glandevès de Niozelle. Les troupes royales ont pris la ville. Les canons ont été orientés vers Marseille pour pouvoir leur dire « Attendez, mes filles ». Mais si on regarde la suite, si on ne se fie pas que à la soumission de Marseille, mais qu'on voit son expansion dans les décennies suivantes, on pourrait dire que Marseille est la grande gagnante. Elle devient plus grande, son port devient plus important, son commerce est favorisé. Elle devient une métropole, une puissance économique. Et vous savez quoi? Glandevès de Niozelle a même été amnistié par le roi quelques années plus tard. Il pourra revenir en Provence avant d'y mourir la même année. Alors, la prochaine fois que vous irez à Marseille, que vous irez sur le Vieux-Port, pourquoi pas, regardez le fort Saint-Nicolas et ne voyez pas seulement une forteresse. Voyez le souvenir d'un affrontement, celui d'une ville qui pensait pouvoir défendre ses libertés face au roi le plus puissant d'Europe. Marseille a certes perdu, mais elle n'a pas disparu. Elle en a profité pour grandir, pour s'enrichir. Elle a continué à commercer. Et surtout, elle a continué à être Marseille. Parce qu'au fond, Marseille, c'est quoi? Et qu'est-ce que ça a toujours été? Ça a toujours été un port, un comptoir commercial, une ville où les bateaux arrivent, tout d'abord de Méditerranée, puis du monde entier. C'est ça Marseille. Une rebelle, mais ouverte au monde.